bonheur pour moi? Oui, c'est une grande question. Le bonheur, c'est d'être vivant, déjà, et c'est de le savoir. Donc, c'est revenir à cette dimension du moment présent, où on peut entrer en contact avec la vie et sentir qu'on est vivant. Sentir la vie, toucher la vie, entendre la vie, goûter la vie, voir la vie, ressentir la vie, en soi, autour de soi. Pour moi, c'est une source essentielle de bonheur. Parce que cette dimension de la vie, en fait, dans le moment présent aussi, c'est ce qui nous permet de voir qu'on est vivant maintenant. C'est maintenant qu'on est vivant. Et si on a la bonne idée de se rappeler, par exemple, qu'un jour on ne sera plus là, que ce moment, du coup, est d'autant plus important et d'autant plus précieux, waouh, le bonheur, en fait, il passe puissance 10, n'est-ce pas? Ah bah, tu prêches à convaincu, hein. Moi, je suis le premier à le dire et à le redire. Notre passage sur Terre, il est beaucoup trop court. Ouais. Il faut en profiter un maximum, quoi. Mais ce qui le rend d'autant plus précieux, Mm. et ce qui rend chaque jour et chaque instant d'autant plus précieux. Et c'est dommage, c'est bien dommage qu'on s'affaire tant et tant pour passer souvent à côté d'une certaine qualité du moment. Une qualité du moment qui invite, par exemple, à ralentir, ou à s'arrêter, à se poser, à s'asseoir peut-être un instant, ou marcher tranquillement sur Terre pour goûter le moment, pour goûter la vie, pour savourer en fait cet instant qui de toute façon nous échappe inéluctablement. Ouais, c'est clair, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est quand même pas simple pour la majorité de la population, Ouais. ne serait-ce que déjà d'y réfléchir. Tu vois, de se dire que Ouais. oui, effectivement, est-ce que je peux prendre du recul sur mon activité, sur ma vie, sur moi, quoi, en gros, quoi, revenir et me recentrer sur moi. Déjà, se poser cette question, déjà, c'est un vrai challenge, parce que on peut considérer qu'il y a peut-être 60% de la population qui n'y pense, mais alors absolument pas. Et du jour où tu t'en aperçois, après, il faut pratiquer, quoi. C'est vrai, oui. Est-ce que tu penses qu'il y a des techniques pour? Bien sûr, et l'entraînement est très utile, bien sûr. La méditation, ou toute discipline corporelle qui invite l'esprit à revenir ici, maintenant, et revenir notamment dans le corps, parce que je pense que ce rendez-vous avec le moment présent, il passe nécessairement par le corps. Notre vie n'est pas ailleurs que là où est notre corps. Pour se sentir relié à ce que nous entoure, ça passe par ce ressenti du corps, cette prise de conscience d'être là, vivant dans ce corps, de respirer, par exemple. Donc la méditation, par exemple, en ce sens où justement elle nous aide à revenir à la respiration. Cette respiration qui, on peut la voir justement comme un peu le pont entre l'esprit et le corps. Cette respiration qui aussi agit, peut être facilement visualisée comme une sorte d'axe, un centre en fait, qui est relaxante naturellement. Le simple fait de revenir en conscience à sa respiration nous relaxe, nous détend. Donc déjà, premier bienfait, premier bénéfice, sans avoir à pratiquer pendant 10 ans avant de ressentir les premiers effets positifs de cette démarche-là. Ça peut être ressenti tout de suite. Et même si, quand on s'arrête et qu'on revient à ce moment où on se trouve, on peut sentir des tensions, du stress, parce que le moment présent, il n'est pas toujours agréable, parce qu'on est dans une habitude, effectivement, de vie, de stress, de précipitation, qui fait que ce n'est pas si évident. Ben, au moins, on a peut-être le plaisir, quelque part, en tout cas, ce ressenti de voir qu'on est conscient. On est conscient de ce qui se passe. Ok, je suis tendu, je suis stressé. J'ai le choix. Je peux m'en vouloir, je peux faire naître des pensées qui vont créer encore plus de tension et de stress, ou je peux faire naître un réflexe autre qui va être ok. Je suis stressé, au moins je le sais. Et je respire là-dedans. Et petit à petit, ce cheminement amène à une vraie détente. Alors bien sûr, dans le rythme du quotidien, dans les vies rapides, frénétiques, les rythmes de vie frénétiques dans lesquels on est, ça prend du temps. C'est plus difficile. Alors il faut se faire aider. Il faut trouver des gens avec qui on peut pratiquer cette pleine conscience du moment présent. Pratiquer la méditation, pratiquer un moment de présence, partager un repas en conscience ensemble, faire une marche en silence sur terre ensemble. La présence des autres est un vrai soutien. Tout seul, c'est beaucoup plus difficile.
Et puis ensuite, on peut lire des textes, s'informer, étudier, ne serait-ce qu'un minimum, pour s'encourager, stimuler en fait cette envie de vivre sa vie différemment, et de changer son approche à son quotidien. C'est possible. Alors, il faudrait peut-être rappeler à nos auditeurs que tu es issu d'une communauté, c'est ça? Ouais, donc je suis moine, en fait, moine bouddhiste, dans la tradition zen vietnamienne. J'ai été ordonné il y a presque 15 ans au village des Pruniers, en Dordogne, par mon maître, le vénérable Thich Nhat Hanh, qui est vietnamien d'origine. Donc j'ai grandi en tant que moine, on va dire, dans une communauté principalement vietnamienne, mais avec aussi un bon pourcentage de visages occidentaux. Une communauté qui n'a fait que grandir, grossir en nombre au fil des années, avec des centres un petit peu partout dans le monde, quelques centres monastiques, ici et là, mais aussi, surtout, une foison maintenant, un foisonnement de sanghas, c'est-à-dire de groupes de pratiquants, de sanghas laïcs, partout dans le monde. Même en France, il y en a je ne sais combien maintenant. C'est quoi? C'est une sangha ou un sangha? Alors, traditionnellement, dans la plupart des écoles bouddhistes, on dit un sangha. On dit le dharma, le bouddha, le dharma, le sangha, qui sont les trois refuges, en fait, les trois joyaux dans la tradition bouddhiste, commune à toutes les écoles, toutes les traditions bouddhistes. Mais Thai Thai c'est notre maître Thich Nhat Hanh, qu'on appelle familièrement Thai, il aime donner une connotation féminine à sangha, et appeler ça la sangha. En français, ça peut donner la communauté. D'accord. Et c'est assez beau. Donc tu disais, ça fait 15 ans, c'est ça? Quasiment. Quasiment 15 ans? 14 ans et demi que je suis moi-même. Et auparavant, qu'est-ce que tu faisais? Auparavant, je cherchais mon chemin jusqu'ici pour te rencontrer. Oh, merci. Écoute, j'ai voyagé un petit peu. J'ai fait des études, une tentative d'études universitaires en psychologie en Bretagne, puisque je suis né et j'ai grandi en Bretagne. Mais ça ne me parlait pas. J'étais en recherche d'autre chose. J'étais en fait, je pense depuis l'enfance, j'en suis sûr, même assez animé par un idéal spirituel, une quête de quelque chose de très beau, de plus essentiel. Et donc, l'adolescence, le début de la vie adulte, ça a continué de grandir au fil des années et ça a pris une ampleur importante qui m'a poussé quand même à chercher les moyens de mettre ma vie au service de cet idéal, de cette vision que j'avais d'un amour avec un grand A, d'une fraternité humaine sur Terre, et de faire l'expérience au quotidien de cette dimension qui à l'époque pour moi était une dimension divine, c'était la présence de Dieu, mais sur Terre et à travers tout ce qui existe, j'entendais dire à ce moment-là, Dieu est omniprésent. Donc s'il est omniprésent, ça veut dire qu'il est là, autour de moi. Est-ce que je peux le voir? Est-ce que je peux le toucher, le goûter, le sentir? Et c'est comme ça que de fil en aiguille, la méditation zen a été une voie royale me permettant de faire cette expérience effectivement de cette présence dans le moment présent. Donc une présence qu'on peut aussi traduire par une pleine conscience de l'instant et de ce qu'il contient, de ce qui se manifeste dans l'instant. À côté de ça, pour revenir un peu plus concrètement à ta question, écoute, à un moment donné, j'ai travaillé dans un centre pour enfants handicapés en tant qu'objecteur de conscience, plutôt que de faire l'armée. Non, ce n'est plus du tout obligatoire, mais à l'époque, il fallait au moins faire un service civil, donc j'ai fait ça pendant 1 an et demi. J'avais besoin de rencontrer le handicap, parce que je me sentais moi-même assez handicapé dans la société, en fait. Pas très bien dans ma peau à cette époque. Et j'avais besoin de toucher le cœur humain au-delà des apparences. C'était peut-être pas complètement conscient quand j'ai fait ce choix, mais ça s'est vite révélé ainsi parce que je me suis retrouvé face à une population d'enfants. J'étais au pavillon de préadolescents en Bretagne et avec comment on appelle ce handicap, IME, je crois, infirme moteur cérébraux, IMC, IME. Il fallait pour certains leur donner à manger, leur faire la toilette, enfin tout faire. Et je garde toujours à l'esprit, par exemple, un jeune adulte qui était complètement handicapé, qui n'avait que son menton pour déplacer son fauteuil. Et donc, il était complètement dépendant. Mais il avait un regard qui était plein d'amour, plein de sagesse.
et qui me bouleversait en fait. Et c'est pour ça que j'étais là en fait. Et ça, je le comprenais à ce moment-là quand je croisais son regard. Et c'est exactement pour ça. C'était pour rencontrer Dieu là aussi, à travers l'être humain. Que je trouvais, une rencontre que je trouvais si difficile au quotidien, parce que les gens ne sont pas forcément dans cette recherche-là, ou ne mettent pas leur vie au service de cet essentiel-là. Et j'avais tellement soif de cet essentiel que je cherchais. Voilà, j'ai fait ça, c'était très formateur. Ça m'a aidé à dépasser les apparences. Et j'avais besoin de ça pour toucher l'essentiel d'un peu plus près et pouvoir le voir grandir en moi et le vivre. Et vraiment, ma recherche était de mettre ma vie au service de cet idéal. Mon désir profond était de trouver les moyens pratiques, concrets, les conditions extérieures pour vivre justement à l'extérieur ce que je vivais à l'intérieur. Pour que l'intérieur et l'extérieur ne fassent plus qu'un et qu'il n'y ait plus un monde d'intérieur et d'extérieur. Je pense que c'est encore cette quête aujourd'hui qui m'anime, même si elle est beaucoup plus aboutie ou assouvie en tout cas qu'elle ne l'était à l'époque. Ensuite, je suis parti en Afrique un petit peu. J'ai fait des voyages humanitaires dans l'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso particulièrement. Et puis, je suis revenu, j'ai fait des études de libraire, mais c'était clair que je n'avais aucune intention de devenir libraire. C'était plus pour faire plaisir à la famille et aux attentes d'une vie normale, jusqu'à ce que j'atterrisse au village de Prunier et que je me décide de devenir moi. Comment tu es tombé sur le village des Pruniers? Tu en avais entendu parler ou c'est un pur hasard? Tu crois au hasard? Non. Si c'était un hasard, il était pur et beau. En fait, étant dans cette démarche et cette recherche dans laquelle j'étais, j'avais commencé à pratiquer le zen dans la tradition japonaise et j'avais fait ce que je considère comme étant ma première entrée dans le temple monastique, dans le temple zen. Et j'étais dans un petit monastère en Ardèche où j'avais passé une entrée d'hiver, en fait, notamment le réveillon de l'an 2000, en faisant toute la nuit zazen, méditation assise toute la nuit pour ce réveillon de l'an 2000. C'était très beau. Dans un très beau petit coin à 1200, un petit lieu à 1200 mètres d'altitude. Et il y avait des livres de Thich Nhat Hanh. Et j'aimais beaucoup les couvertures, enfin j'aimais beaucoup les titres en fait. Sans avoir besoin d'ouvrir les livres. Les titres me parlaient beaucoup et puis j'étais en recherche. J'étais en recherche d'un maître en fait. Et quelque part j'étais en recherche d'un archétype aussi, une sorte de grand-père. Un maître grand-père qui allait m'instruire sur la voie. Un sage, un petit peu, voilà, cet archétype un petit peu, peut-être nourri par des lectures, je ne sais pas. Et je sentais que là où j'étais, je n'avais pas encore trouvé, bien sûr. Et donc, je me suis dit, il faut que je continue de chercher. Donc, voilà, ces titres de livres m'ont parlé. J'ai dit, ben voilà, j'essaie. J'ai passé un coup de fil, on m'a dit, oui, il n'y a pas de problème, tu viens. Je suis venu. En fait, je ne connaissais rien. Et j'ai tout découvert, mais tout de suite, ça a été parlant. Ça a complètement résonné. C'est bien lui qui a apporté la méditation de pleine conscience en France? Alors, je pense qu'on peut considérer, on peut dire ça, hein. Ouais. Tout à fait. Oui, bien sûr. Oui, il est arrivé en France dans les années 60, 70, disons. Peut-être 72, 75. Il a dû être nationalisé, naturalisé français. Et oui, c'est clair. Artisan de paix, il a œuvré beaucoup dans le dialogue interreligieux. Il a rencontré de grandes personnalités comme Martin Luther King, Thomas Merton. Martin Luther King l'a proposé à la nomination du prix Nobel. Je pense que c'était dans les années 64, 65 peut-être. Je sais pas. C'est un grand bonhomme en fait, un grand personnage qui a beaucoup œuvré pour la réconciliation, pour la paix. Et qui est certainement le père de la pleine conscience en France, et beaucoup de personnes se sont inspirées de lui. Je pense John Kabat-Zinn entre autres, mais d'autres, avec donc pleine conscience qui donne l'emblème mindfulness. C'est un vrai challenge, hein, la méditation de pleine conscience. Déjà, la méditation en elle-même, moi je reviens toujours à des généralités, hein, je pense toujours à la population, parce que peu plus, moi tu prêches un convaincu. Hein. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué, je trouve, déjà la méditation, donc ne serait-ce que déjà de se poser et de prendre 2-3 minutes dans une journée, on est bien d'accord, c'est rien hein, sur 24 heures, et de faire la démarche, déjà c'est un peu compliqué. Et alors je me dis, méditation de pleine conscience, c'est le stade au-dessus de la méditation. Pour ceux qui seraient amenés à s'intéresser à la méditation, parce que, dis-moi si je me trompe, hein, mais la méditation de pleine conscience, c'est vraiment être dans le moment présent et être conscient
de tout ce que tu fais quoi, dans la journée, quoi, d'être vraiment en conscience. Tu fais la vaisselle, bah, tu es concentré sur ta vaisselle. Oui, bien sûr. C'est un enseignement très présent dans la tradition zen, par exemple. On fait une chose à la fois. On coupe le bois, traditionnellement, c'est une image des monastères zen. On coupe le bois, on puise l'eau. On ne fait pas deux choses en même temps, pour justement pleinement réunir corps et esprit en un seul endroit, en un seul moment, c'est-à-dire là où on se trouve. C'est propre de la pleine conscience. On est en pleine conscience d'une seule chose, pas de deux ou trois choses en même temps. Même si, avec cet entraînement, l'esprit devient de plus en plus souple, flexible et véloce, rapide. Il peut passer d'un objet d'attention à un autre très facilement. Ou même avoir une conscience très vaste qui t'amène à embrasser beaucoup de phénomènes, d'éléments, en un seul instant, en étant en un seul endroit, sans être nulle part, quelque part. Et ça demande tout un entraînement. Et effectivement, on est en pleine conscience de quelque chose. Donc oui, ici et maintenant. Mais tu sais, je pense qu'il faut partir du point de départ qu'on fait de son mieux. On fait de son mieux et on part de là où on en est. Et là où on est. Il faut être l'ami de soi-même, pas l'ennemi de soi-même. Et c'est pas un marathon, il n'y a pas une compétition à faire, il n'y a rien à gagner à la clé, tout est là. Et c'est simplement parce qu'on veut vivre sa vie plus en intimité avec soi-même, plus en intimité avec la vie elle-même, qu'on veut conquérir sa vie, qu'on veut vivre davantage sa vie. Et c'est un chemin, c'est un moyen, c'est une proposition, on pourrait voir ça comme ça. Et des fois on est en pleine conscience, c'est très bien, les conditions sont très facilitantes, puis d'autres moments, c'est très difficile, on est très agité. Et même pour quelqu'un qui peut pratiquer depuis 20 ans, 30 ans, hein, c'est bien de le dire. Qu'il soit moine, qu'il ne soit pas moine, voilà, parce que c'est la nature de l'esprit. Et donc il est important de comprendre qu'en fait, au point de départ, il faut accueillir, accepter la condition qui est celle qu'elle est, comme elle se manifeste. Cette acceptation n'est pas facile, parce que justement, on est toujours à vouloir quelque chose. On veut réussir, on veut obtenir. Alors si on est dans cette attitude de tension quelque part, je veux réussir à être en pleine conscience, on rend la chose difficile pour soi-même. Et puis on est habitué en plus à s'auto-juger, à s'auto-flageller si on ne respecte pas ce qu'on nous a dit. On a ces conditionnements-là, ces formatismes, j'ai compris. On est formaté comme ça un peu. Voilà, il faut changer ça. Il faut changer sa façon d'être, sa façon dont on nous a inculqué les choses, dont on a co-participé à s'éduquer soi-même dans une façon de penser. Et ça, la pleine conscience, ce chemin de pratique méditative ou spirituelle, c'est un éveil à la vie. Et cet éveil à la vie est ce qui nous aide à amorcer les changements dans sa façon de penser, sa façon d'écouter, sa façon de parler, sa façon de se mouvoir, sa façon d'agir, sa façon de choisir, de décider. Et la révolution se fait là, pas à pas, dans les instants en fait, qui se vivent. Peu importe si on a réussi à être en pleine conscience 2 ou 3 fois, l'important c'est qu'on essaye, on se mette en chemin. Et ce n'est pas une question de quantité, mais chaque instant où on goûte un moment de présence, qu'il soit agréable ou désagréable, détendu ou tendu, au moins on a cette satisfaction de dire ok, là j'étais à peu près dans le moment présent. J'ai fait de mon mieux, quoi. J'ai fait de mon mieux. Et je veux juste terminer pour dire que la méditation, la pleine conscience, c'est la même chose. La pleine conscience, la vie, c'est la même chose. La vie, c'est la pleine conscience c'est la vie. C'est-à-dire que si on est en pleine conscience de quelque chose, c'est un moment de vie. Et l'expérience qu'on va faire, c'est une expérience de vie, forcément. Donc ça, c'est beau, parce qu'en fait, les conditions de pratiquer la pleine conscience, elles sont partout, tout le temps, à chaque instant. Oui, c'est bien de le dire. Il suffit de ramener son esprit à un objet d'attention. Tu parlais d'éducation. Je crois que tu es au courant, on veut créer une école, l'école de la vie. Ouais. Parce que moi, je suis convaincu que tout part de l'éducation, au final. Ouais. Et j'ai vraiment l'impression que... Alors oui, il y a des prises de conscience qui se font et ça s'accélère et génial. Mais j'ai vraiment l'impression qu'un adulte, pour beaucoup d'entre nous, ça peut être très long de se déconditionner, justement. Alors que pour un enfant, il n'y a pas encore de conditionnement. C'est ça. Donc, a priori, on peut tout apporter, quoi. Et quel est ton regard justement sur l'éducation nationale, ce qu'on peut faire à l'heure d'aujourd'hui et même dans le passé en termes d'éducation? Oui, je pense que le projet que vous avez, que vous menez, c'est très beau. Que tu mènes avec peut-être d'autres personnes, je pense, ou que l'on mène tous ensemble. C'est très beau et très nécessaire et très important, bien sûr.
Parce que moi, je pense que les changements, évidemment, doivent venir de la population. On ne peut pas attendre des politiques, des institutions, etc. Et les changements doivent venir de chacun de nous. La société, c'est nous tous ensemble. L'éducation, oui, pour les enfants, mais l'éducation, oui, aussi pour les adultes, en fait. Et notamment, entre autres, une éducation pour les adultes qui passe par l'ouverture et l'écoute aux enfants, des enfants. Les enfants peuvent nous éduquer à la vie, à cette connivence naturelle qu'ils ont avec la vie, à ces réponses si justes, si profondes, si pertinentes, si essentielles avec la vie, à cette dimension de présence dans laquelle ils sont naturellement. C'est un enseignement et ils peuvent nous enseigner beaucoup. Donc les adultes peuvent gagner à avoir l'humilité de chercher à apprendre auprès des enfants. Et ça va beaucoup aider les enfants. Parce que je crois qu'il faut vraiment jouer sur deux tableaux. Il faut éduquer les adultes pour aider à éduquer pour améliorer les conditions pour éduquer les enfants et vice-versa. Ça fonctionne ensemble. Effectivement, les enfants ont peu de conditionnement. Les conditionnements se mettent en place grâce aux adultes, entre autres, au fil du temps. Et donc on peut agir le plus tôt possible pour minimiser, voire désamorcer ou contrecarrer en fait, des conditionnements. Prévenir plutôt que guérir. Avec les adultes, il s'agit davantage de guérir, transformer. On pourrait même faire la même chose pour les enseignants. Hein. Parce que je me dis, c'est bien pour les enfants, effectivement, il faut pour les parents, mais il faudrait aussi pour les enseignants. Hein. Je pense qu'il faut œuvrer tout ça sur ces différents plans en même temps. Absolument. Et l'éducation nationale, ben, oui, je crois qu'il ne s'agit pas tellement d'accuser, enfin, on perd du temps et de l'énergie, mais il s'agit de faire des constats et de voir qu'effectivement, à nous d'amorcer, de faire des propositions, et c'est exactement ce que tu fais avec ce projet, avec d'autres, et c'est magnifique, je crois que c'est exactement ce qu'il faut. Et notamment une éducation à la vie, et donc une école de la vie, c'est magnifique, comme intitulé, je crois que c'est très juste en fait. Et forcément, ça doit passer par cette dimension du moment présent. Revenir au moment présent, ça veut dire revenir à la vie au moment présent. Pour servir la vie au cœur de l'instant, pour servir l'instant au cœur de la vie. Tout simplement. Et ça, c'est ce qui va nous faire du bien. C'est évident. C'est tout ce dont on a besoin. Et le reste coule de source. Notre esprit est plus clair, nos idées sont plus justes, plus pertinentes, plus altruistes, plus généreuses, plus intelligentes en fait. Pour moi, il n'y a pas de plus haute intelligence que l'intelligence du cœur. Vraiment. On parle d'amour inconditionnel ? Bien sûr. Après, c'est un bel intitulé, une belle expression. C'est peut-être tout un cheminement, bien sûr. Mais c'est de cheminer dans cette direction-là. Tout à fait. Mais peut-être c'est trop intimidant, l'amour inconditionnel. Chercher à ouvrir son cœur, à aimer, à accueillir, à écouter, à se remettre en question, à reconnaître ses impasses, ses complexes, ses limitations, et puis à s'encourager à avoir une relation à soi-même plus encourageante. Mieux se parler, mieux se regarder, pour mieux parler, mieux écouter autour de soi. C'est un gros challenge, hein ? C'est nécessaire, on n'a pas le choix. Et je crois que c'est une façon de réveiller la société. Est-ce que tu as l'impression, comme moi, que justement la population est en train de se réveiller depuis 4-5 ans ? Alors on dit très souvent qu'ils sont en quête de sens ou qu'il y a une prise de conscience générale. Tu le ressens toi aussi de ton côté ? Oui, je ne sais pas si ça date seulement de 4-5 ans. Je pense que la vie est en évolution depuis très longtemps, depuis toujours, et l'humanité donc aussi. Et tout ça, c'est dans la mouvance de ce besoin de développement, d'innovation, d'éveil, de croissance, d'exploration insatiable qu'a cette source inhérente à la vie. En fait, on voit la vie ne cesse de se propager, de se transmettre, de se développer. Et la vie a cette soif incroyable de créativité, de naissance, de continuation, de perpétuation et de nouveauté. Et on participe de ce moment-là parce que nous sommes la vie. C'est une vraie source d'inspiration, la vie. La nature, c'est incroyable. Hein. C'est tout est là. Nous sommes vivants. Quand tu prends le temps de l'observer, c'est juste incroyable. Hein. Oui, et je crois que c'est très important, justement, de prendre le temps d'observer. Parce que c'est la seule façon d'être touché, d'être réveillé dans son cœur, dans son esprit, dans son corps. La contemplation, on pourrait dire. J'aime beaucoup ce mot, à condition de bien l'entendre,
pas le comprendre comme quelque chose de trop passif et réservé à des gens qui vont aller peut-être dans un monastère cloîtré ou je ne sais où, ou dans une montagne. La contemplation en tant que prendre le temps effectivement de s'arrêter, même dans la course effrénée de son quotidien, même dans les grandes villes, dans le monde, prendre le temps, générer ce réflexe-là, de s'arrêter, ne serait-ce qu'intérieurement, au niveau de l'esprit, et prendre le temps de regarder, d'écouter, d'interroger, de contempler en fait, de s'émerveiller. Ouais, c'est exactement ce qu'on fait. Je pense qu'elle passe par là, la révolution aussi. Ah oui, c'est clair. Ouais. Nous, depuis, ça va faire quasiment 1 an et demi ou 2 ans, je profite de mes voyages pour faire plusieurs choses. Et entre autres, je me retrouve souvent en pleine nature, parce que j'aime bien la nature. Et je me pose dans des lieux que j'aime beaucoup, et je filme pendant 1 minute à 1 minute 30. J'appelle ça de la méditation contemplative, justement, juste pour montrer à la population que déjà en 1 minute, il se passe beaucoup de choses. Et que c'est rien 1 minute dans une vie, quoi. Et c'est beaucoup. Et en même temps, c'est beaucoup. C'est beaucoup, c'est très grand, c'est très vaste. Effectivement, si on a cette approche-là, cette ouverture immense, simple, belle, et en même temps, à condition que l'esprit soit tout à fait là, clair, ouvert, disponible, à l'écoute, que le regard vraiment regarde, que l'écoute vraiment écoute, si je peux me permettre de parler ainsi. C'est-à-dire que la contemplation, le moment présent, la pleine conscience, c'est pas en étant en train de penser à ce qu'on va faire après, les courses qu'il faut faire, parce que ça n'est pas... Le corps est là, mais l'esprit est ailleurs. C'est exactement le contraire de ça. Corps et l'esprit réunis en un seul endroit, en un seul instant, et que l'esprit soit vraiment là pour voir ce qui se passe, pour être avec ce qui se passe, communier avec ce qui est là. C'est magnifique. Certains disent qu'on vient expérimenter une vie sur Terre. Oui. Tu penses ça aussi ? Écoute, c'est une pensée qui m'a traversé, si ce n'est aujourd'hui, hier, ou enfin, très récemment. Pourquoi pas ? Je trouve que ça peut être aidant. Ça peut être aidant parce que, curieusement, ça peut nous aider à nous incarner, peut-être, d'une façon plus vivante. C'est-à-dire, écoute, oui, mais qui sait si voilà, je ne suis pas de passage dans ce corps. Et qu'est-ce que ça veut dire, du coup, d'être dans ce corps si précieux, en fin de compte, d'être dans cet instant et de vivre ce que je vis, ce qui m'entoure, qui est là maintenant. C'est une expérience unique. Je ne sais pas, ça ouvre le cœur, puis ça rend tout ce qui est autour de soi tellement pertinent, tellement évident, tellement juste. Donc, peut-être, après, je crois que chacun va user des moyens de penser, des idées, des philosophies, ou de sa source d'inspiration du moment pour vivre, pour être vivant. En fait, quel que soit son credo. Si c'est de se dire, on vit une incarnation de passage, en fait, c'est bien, la condition que ça nous aide à vraiment vivre là où on est, ce passage sur Terre, et non pas en train de penser à, bon, je vais retourner dans ma sphère, ou où est-ce que j'étais dans les vies avant. Comment vivre cette vie pleinement. C'est ça, en fait, qui compte. C'est ça qui est libérateur, je pense. Oui, c'est ça. Il faut. Dans mon idéal, depuis 12 ans que je développe la société, justement, j'essaie à mon humble niveau, de poser des graines, justement, un petit peu partout. Et je me dis, une graine, ça pousse forcément. Ça peut être vite ou ça peut être un peu plus long pour certains, mais la graine est quand même posée. Et je me dis qu'à travers ces interviews aussi, c'est aussi l'occasion, justement, de faire réfléchir les gens sur le bonheur, évidemment, mais aussi sur d'autres sujets. On parle là de méditation de pleine conscience, on parle d'incarnation dans le corps. C'est probablement pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont jamais entendu parler de ça. Et c'est toujours l'occasion de pousser la réflexion. Et parfois, je vais même plus loin. Et je me dis, si on s'incarne, est-ce qu'on ne viendrait pas avec un objectif, quoi, quelque part? Est-ce qu'on ne serait pas tous animés d'un objectif avec nos propres compétences, nos propres qualités, pour apporter quelque chose au bien commun? Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est possible. C'est bien de se dire ça. Après, est-ce que c'est ça le plus important? Le plus important, c'est de faire ce que l'on fait, d'y croire et d'y aller. Se poser des questions ou avoir des réflexions philosophiques sur le sens de ce que l'on fait, sur qui l'on est, ça peut nous aider à nous mettre en marche ou nous motiver pour continuer. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est effectivement
d'être en cohérence avec ce que l'on fait, d'avoir confiance, d'avoir foi, une foi intime en ce que l'on fait, et de grandir en fait dans cette estime de soi, dans cette confiance en soi, de faire grandir, de cultiver, de nourrir cette confiance en soi, parce qu'elle est très importante. C'est une force de vie aussi. C'est ça le plus important. Après, on se trompe, des fois on ouvre les bonnes portes, des fois c'est pas encore le moment, où ça vient pas comme on s'y attendait, etc. Et c'est comme ça qu'on apprend aussi, qu'on apprend à réajuster son positionnement, sa façon de voir les choses, de comprendre son propre chemin de vie, sa propre initiative dans la vie, etc. Je crois que c'est ça le plus important. Mais oui, de toute façon, quelque part, c'est presque même une évidence en fait. On est tous différents, on a tous des qualités, des prédispositions différentes. Donc chacun agit en fonction de ce que l'univers aussi coagit avec, enfin, et des attributs que l'univers lui accorde, des rencontres qui se font sur son chemin, qui sont, voilà, chaque expérience est propre à chacun, et en même temps tout est relié. Ça, c'est merveilleux. Ben oui, c'est sûr, moi je nous vois un peu comme des fourmis. Les fourmis, elles ont tout compris. Elles sont complémentaires, elles vont toutes dans la même direction pour un objectif commun. Oui. Et je pense qu'on est à notre échelle dans l'univers, on est des fourmis. Et l'idée, c'est de réveiller toutes ces fourmis et leur dire, mais attendez, mais on peut travailler ensemble, on peut avancer ensemble, on est complémentaires. Ouais, je crois que c'est assez fantastique, merveilleux ce qui se passe en fait. Je pense que c'est évident, il me semble qu'il y a vraiment un éveil collectif, une mouvance en tout cas, de cet éveil grandissant. Ce mouvement qui nous relie d'autant plus avec les moyens de communication, avec cette approche de la globalisation, cette faculté qu'on a de communiquer à distance les uns avec les autres très facilement, de se comprendre, d'échanger des idées, de s'inspirer mutuellement, etc. De créer des projets ensemble. C'est fantastique, toi, cette initiative que tu as justement de voyager un petit peu comme un ambassadeur, justement. Tu relis plein d'individus entre eux, en fait, qui peut-être ne se rencontreront jamais, et qui en même temps quelque part se rencontrent à travers ce projet, cette vidéo, à travers toi. Et oui, c'est sûr, je pense qu'effectivement, c'est important de savoir qu'on n'agit pas seul, on n'est pas seul en fait. On agit au sein de la vie, d'une grande communauté de vie, d'une grande communauté humaine, mais même bien au-delà de l'humain. Et je pense que c'est là où son action individuelle prend tout son sens. C'est que c'est pas juste pour soi, c'est pour tous ensemble. J'aime beaucoup cette phrase qui est très juste, qui est encore qui est très vraie aujourd'hui aussi. C'est une pensée d'une tribu indienne qui dit quelque chose comme lorsque un homme fait un pas en arrière, c'est toute l'humanité qui recule. Lorsque un homme ou une femme fait un pas en avant, c'est toute l'humanité qui avance. C'est exactement ce dont il s'agit. En fait, nous avançons ensemble. Ouais, et l'idée, c'est justement que la population s'en aperçoive, on fait partie d'un maillon, on fait partie d'une chaîne. Ouais. Et du ver de terre, en passant par le lion, l'éléphant, nous, les êtres humains, on est tous... Mais oui, on est tous reliés les uns aux autres. Bien sûr. Et ça, c'est... J'ai l'impression qu'avec le temps, on a pris le dessus sur la nature, on a pris le dessus sur les animaux. En gros, il n'y a pas si longtemps, et je crois que maintenant c'est plus le cas, mais dans les textes de loi, il était indiqué que les animaux c'était des objets. Et j'ai l'impression, donc du coup, que voilà, on a voulu prendre le dessus, et que là, on fait comme une espèce de marche arrière, on revient un peu en arrière en se disant, oh là, il y a peut-être un moment donné où on a déconné, on n'a pas pris les bonnes décisions, la nature, ça fait partie de nous, on est aussi la nature, essayons de la comprendre, comment elle fonctionne et comment on peut interagir ensemble, quoi. J'ai vraiment ce sentiment. Alors, est-ce que mon point de vue, il n'est pas objectif parce que je me balade un peu partout et donc du coup j'ai accès à cette information et à des gens qui sont aussi dans cette dynamique, ou est-ce que c'est une réalité? Ça, je sais pas. Oui, on est dans ce schéma de dominant-dominé. Il vaut mieux être dominant que dominé, n'est-ce pas? Donc on est dans une attitude de contrôle, d'asservissement, d'exploitation. Comme ça, on n'a pas à être celui qui est exploité ou asservi, et puis voilà, on a du pouvoir, etc. Donc on est beaucoup conditionné là-dedans. Bien sûr, les choses changent quand même, bien sûr. On a un rapport à la nature, au monde environnant, naturel, qui est très différent de ce qu'il était il y a, je suppose, 50, 100 ans, 150 ans ou plus. Ça bouge beaucoup, bien sûr.
Et puis on voit aussi que le pouvoir, le contrôle, etc., en fait, c'est aussi source de stress, de tension, d'inquiétude, et que ça n'apporte pas le bien-être et la paix, et que ça nous pousse à aller chercher des solutions pour prendre soin de son stress et de ses tensions, et on voit que c'est pas par le contrôle qu'en fait, et à un moment donné, on est amené à réaliser qu'en fait, ce stress, ces tensions, ces angoisses sont nées de cette attitude en fait d'ignorance. C'est une question d'ignorance. Et la réponse à l'ignorance qui est la nôtre, c'est la connaissance et l'éveil, la compréhension du monde du vivant et de l'interdépendance qui nous unit intimement. En fait. Cette ignorance, elle ne serait pas un peu conditionnée par la société, justement? Moi, j'ai toujours cette image où j'ai l'impression qu'on veut nous mettre sur des rails et qu'on nous dit petit gars, la vie, c'est tout droit, quoi. Surtout, sort pas des rails, quoi. Il y a une habitude de fonctionnement à un niveau collectif, à un niveau générationnel, mais je crois que, j'ai envie de dire, c'est pas très aidant de systématiquement dire c'est la société. Encore une fois, ça peut nous aider de dire la société, c'est chacun de nous. Si on veut changer les choses, ça vient de nous, ça doit venir de nous chaque jour, en fait. Chaque jour, on peut faire un peu la différence. Et plein de fois dans la journée, en fait. Donc cet effort, entre guillemets, que l'on fait sur soi, sur cette révolution de soi, sur cette bonne volonté d'essayer d'être un peu plus en conscience, de reconnaître ses schémas mentaux, par exemple, et ses paroles et ses actes, et de voir comment on peut s'y prendre pour changer un peu les choses, pour apporter une réponse un peu plus aimante, un peu plus compatissante, un peu plus fraternelle, faire naître davantage de bienveillance, d'attention, même envers les animaux, même envers les végétaux. Tu sais, aujourd'hui dans ma vie, ça n'a pas toujours été comme ça, bien sûr, mais j'en suis jusqu'à presque m'excuser auprès des ronces et des fougères quand je passe. Et je fais mon possible pour ne pas écraser inutilement ronces et fougères lorsque je dois passer. Alors, encore plus pour les fourmis, des insectes, des choses comme ça. J'en suis arrivé à ce respect-là de la nature. Et j'y réfléchissais il n'y a pas longtemps, je me dis, wow, c'est incroyable quand même. Avant, c'était pas comme ça. Je me souviens, en étant enfant, mon frère m'avait montré comment écraser des fourmis avec un élastique. Et c'était très ludique. Moi, j'ai changé beaucoup ce karma-là. Mais je crois que c'est intéressant, en fait, cette attention que l'on commence à porter à la nature va nous amener à une attention de plus en plus grande. Et quand on en est à ce soin, cette bienveillance portée aux végétaux, ou aux insectes, ou aux animaux, forcément elle est évidemment là pour les humains et pour soi. Donc en fait, on fait naître un nouvel automatisme en soi, qui est une démarche plus empathique, de bienveillance envers soi-même et envers les autres. Et de plus en plus, en fait, on se formate différemment, on se formate dans un souci de comment je peux ne pas faire souffrir l'autre, comment je peux apporter du bien, du bonheur à l'autre. Et l'autre, c'est aussi soi-même, en fait. Et là, du coup, on commence à orienter, à toucher, à modeler en quelque sorte nos pensées, nos paroles et nos actes dans ce sillon-là, sur la base de cette réflexion, sur la base de ce désir, sur la base de cette intention qui grandit en nous et qui nous anime, et qui est de l'ordre de l'essentiel, qui est de l'ordre d'une évidence, en fait, à un moment donné. Mais oui, la vie est amour, la vie est cette force, cette énergie de créativité, de vie. Ah oui, c'est clair. Ouais. Donc, comment se mettre au service de ça? Ça, c'est une bonne question. C'est cette question qui m'a animé et qui m'a amené à devenir moine. Et intéressant d'ailleurs, mon nom de Dharma signifie, entre autres choses, instrument du Dharma. Donc, devenir un instrument au service de cela, qu'on peut nommer comme on veut, mais peut-être le mieux, c'est même encore de ne pas le nommer. Oui, je crois aussi. Et de le respirer, de le vivre, de l'incarner. C'est clair, ouais. C'est une décision quand même qui est pas anodine d'intégrer. C'est quoi, un temple? Un monastère. Un monastère, ouais. C'est pas une décision anodine. On peut pas considérer que la population globale a tous envie de. Très personnel. Tout à fait, ouais. Et donc, je me dis par là, qu'est-ce qui alors je comprends ce qui t'anime, je vois, ça je le comprends parfaitement, mais je me dis, là où je suis étonné, c'est comment, alors c'est peut-être moi qui avait une vision très pragmatique des monastères, je trouve que tu as une ouverture sur le monde qui est incroyable,
Et donc moi je disais, dans ma tête, bah, moine, c'est pas qu'il est enfermé, mais j'arrive pas à trouver le terme, mais Là, on a des images comme ça. Ouais, donc... parce qu'il s'appuie aussi sur notre culture. Mm. Donc, moine catholique, on a cette histoire de la vie monastique, dont certains encore sont cloîtrés, par exemple. Ce sont des moines qui vont s'adonner à l'oraison, à la prière, à l'étude, vivre dans leur monastère. Alors, ça change, et puis je crois qu'il y a aussi cette spécificité qui vient de la lignée de l'on vient, qui vient plus particulièrement notamment de notre maître, Thich qui en fait est aussi et surtout le père du bouddhisme dit engagé, qui a pris naissance au Vietnam, alors que le Nord et le Sud se déchiraient suite au départ des Américains, le Nord, le communisme qui était en conflit avec le Sud, c'était l'état de siège en fait dans le pays, et ça a motivé ce jeune moine qui était notre maître à sortir, il dit je ne peux pas juste rester faire la méditation tranquille dans le monastère, dans le temple, il faut sortir. Donc il est sorti pour agir directement auprès de la population en fait, aider à reconstruire les écoles, acheminer de la nourriture, aller directement voir les gens, et il a formé des gens pour l'aider dans cette action-là. Ça a été le début de son action qui a duré toute sa vie en fait, et qui est à l'initiative de cette forme de bouddhisme-là, donc bouddhisme engagé, et de la forme de monasticisme qu'il a donnée. En fait. Donc on est un monastère très engagé. C'est aussi justement en partie une des raisons qui, moi, à un moment donné, m'a poussé à sortir du monastère pour retrouver un nouvel équilibre dont j'avais besoin, parce que je suis davantage, de par mon caractère, ma personnalité, dans une approche contemplative. J'avais besoin de ça davantage, puisque là-bas, au monastère, on est beaucoup plus tourné vers le monde, on reçoit beaucoup de monde, et on se déplace beaucoup. Donc c'est vraiment au service du monde, et c'est très beau, c'est très noble, et ça a tout son sens. Et pour ma part, c'est important de continuer ça, bien sûr. Mais j'ai aussi besoin d'un équilibre où tout ça va puiser dans du silence, parfois de la solitude, de la contemplation avec la nature, c'est-à-dire de la présence avec la nature, avec un espace de quiétude, de silence, d'attention. Ça me semble essentiel pour pouvoir alimenter en fait l'action, ce que je peux être amené à partager avec des personnes en termes de méditation, d'enseignement, avec des groupes, que ce soit en forme de journée, de soirée, de week-end, de retraite, à la semaine, comme on fait. Oui, c'est ce que je voulais dire. En fait, ton enseignement, tu le transmets dans ton quotidien aussi. Oui, je le transmets dans mon quotidien, nécessairement, parce qu'en fait, il passe avant tout par qui l'on est, par sa façon de vivre. Et ma façon de vivre, en fait, quand je ne suis pas en situation d'enseigner ou de guider des méditations, la façon de vivre quand je suis chez moi, au quotidien, seul avec le monde entier, c'est aussi ça l'enseignement, c'est-à-dire que ma qualité de vivre mon quotidien, de faire de mon mieux, je ne suis pas parfait, mais de garder le cap, de chercher à toujours revenir dans cet axe et suivre ce sillon que je vois, c'est ça aussi mon action. Et c'est ça qui vient nourrir par la suite mes interactions avec les autres et nourrir notamment mes inspirations qui ressortent sous forme d'enseignement, d'écoute, de compréhension des cœurs. Gandhi le disait très bien, sois le changement que tu veux voir dans le monde. Tu l'incarnes parfaitement. Je sais pas, j'ai fait de mon mieux. J'ai l'impression. Pour moi, réfléchir au bonheur, c'est aussi, c'est quelque part se donner un GPS dans sa vie. C'est pour ça que je réalise ce film, parce que j'ai vraiment l'impression que j'ai interviewé plus de 1500 personnes, figure-toi qu'il y a quand même 3 personnes. Je suis la 1501e personne. Sûrement. Figure-toi qu'il y a une personne sur 4 qui est incapable de répondre à la question. Donc j'en ai interviewé beaucoup plus. T'imagines ? Une personne sur 4 qui est pas... blanc, ils hésitent. Ou... Alors, il n'y a aucune hésitation, ils me disent je suis désolé, je ne sais pas du tout ce que c'est le bonheur pour moi. Wow. Ouais. Et ça, pour moi, ça prête à réflexion. C'est incroyable. Et donc, du coup, déjà, moi, je me posais ces questions avant de réaliser le film, et encore plus maintenant que je suis dedans. Et je me dis, mais c'est incroyable, c'est-à-dire qu'il y a peut-être au moins 50% de la population qui n'a même pas le temps de réfléchir à ça. C'est incroyable.
peut-être une stratégie effectivement derrière ça. Mais bon, sans chercher à partir là-dedans. Oui, c'est quelque part c'est attristant. C'est triste, hein, mais justement, ça doit nous motiver pour nous dire qu'est-ce qu'on va faire. Et je pense que c'est probablement une bonne motivation pour ton projet, pour ton action. C'est une raison de plus pour aider les gens à se poser cette question, à trouver une réponse pour eux-mêmes, à réveiller les gens, à les éveiller. C'est le but. Chaque personne. Oui, c'est interpellant, effectivement. Après, de toute façon, on peut donner plein de réponses, on peut donner de très belles réponses. Le bonheur, oui, le bonheur, c'est d'être là de cet instant avec toi. Le bonheur, c'est de vivre ce moment. Le bonheur, c'est d'être vivant. Le bonheur, c'est que les autres soient heureux. Parce que le bonheur, pour moi, je trouve plein de sources de bonheur au quotidien. Voir les autres heureux me rend heureux. Voir les autres heureux, un sourire, quelqu'un qui est soulagé d'une difficulté, d'une souffrance, c'est un bonheur. Donc, et ça remplit ma journée, ça donne du sens à ma vie. Mais en fait, la rencontre avec un papillon, la brise du vent, la gratitude en fait, dans tout ça. La gratitude, l'émerveillement. Je pense que la gratitude, c'est peut-être une des clés, si ce n'est la clé au bonheur. Tu penses que ta définition, elle serait différente si on se revoyait dans 10 ans? Eh bien, rendez-vous dans 10 ans. Rendez-vous dans 10 ans. On aura la réponse. Est-ce qu'il y a une citation, ou plusieurs même, peut-être, qui te suivent un peu partout? Qui me suit un peu partout? Ouais. Non, c'est plus par moment. Ça peut être parfois moi-même mes propres citations, c'est-à-dire des thèmes, des phrases, des mots qui m'inspirent, qui me viennent. D'ailleurs, en général, je les note. Mais ça peut être des citations de personnes. Tu as cité par exemple Gandhi, ça m'arrive de le citer dans un enseignement, bien sûr. Non, je n'ai pas envie d'être cloisonné, figé avec une phrase. J'ai besoin de rester libre et de ne pas m'encombrer. Donc, pour laisser la place à d'autres citations de venir et d'aller. C'est bon ça? Oui, c'est magnifique. Ouais. Si je ne me trompe pas, le village des Pruniers a lancé Wake Up School? Oui, c'est ça. Hein. C'est okay. ça. Okay. Et Wake Up School, c'est quoi précisément? Je ne suis pas la meilleure personne pour en parler, d'accord. Mais quelques frères et sœurs sont plus impliqués sur ce projet, monastiques et laïcs. Ils sont vraiment impliqués sur ce projet, au village des Pruniers en particulier. Il y a ce projet de Wake Up School en France aussi. Il y a des informations qui sont un peu plus disponibles depuis pas si longtemps, je pense, sur les sites internet du village. Mais c'est dans le même filon, la même branche en fait que ton projet. C'est intéressant d'ailleurs que des projets comme ça un peu partout, avec la même pensée, le même idéal, le même éveil, se mettent en route. On est des millions. On est des millions. Ouais. Intéressés sur cette approche de l'éducation. Ouais. L'éducation. Ouais. Au départ, je pensais que c'était que français, et en réalité, c'est tous les pays. Parce que je profite aussi à chaque fois pour discuter avec les gens sur plein de sujets, et donc on parle aussi de l'éducation, et c'est vraiment quelque chose qui est récurrent partout. Tout le monde a envie que leur système éducatif sur place il change et qu'on passe à autre chose. Et je rencontre des personnes moi, qui m'interrogent, qui me posent des questions, qui sont soit qui ne sont plus dans le circuit d'éducation qui l'ont été, ou soit qui le sont encore, et qui sont dans une recherche d'une approche meilleure. Certains cherchent à faire des changements dans l'établissement scolaire classique, traditionnel où ils se trouvent, d'autres sont carrément dans des approches alternatives, en fait. Et oui, tout à fait. Donc j'hésiterai pas, quand je continuerai de rencontrer ces personnes-là, aussi de leur communiquer ton lien, en fait. Merci. Ouais. Pour qu'ils puissent se connecter à ça. Et moi, si je peux soutenir d'une manière ou d'une autre, j'en serais très heureux aussi. Parce que je trouve ça très juste et très beau. Très Merci. Les enfants sont beaux. Ouais. Ce sont les fleurs de la terre. C'est clair. Ouais. Est-ce qu'il y a une lecture que tu affectionnes plus qu'une autre? Un livre qui t'a marqué pendant... Oui, bien sûr, il y a des livres qui m'ont aidé sur mon chemin. Ouais, tu peux recommander peut-être? J'hésite, parce que je pense que chacun va faire ses rencontres. Et les rencontres se font de livres, de citations, de personnes. L'important est d'être ouvert, de rester ouvert. Maintenant, je suis beaucoup plus orienté sur des lectures, bien sûr spirituelles, mais plus particulièrement qui s'inscrivent dans la tradition bouddhiste. Donc, voilà,
les textes ou les commentaires. Mais je lis très peu en fait maintenant, beaucoup moins qu'avant. Des livres m'ont nourri, mais non, je préfère ne pas dire. Parce que je pense que il y a plein de livres qui peuvent nourrir. Et puis plus que des livres, la rencontre avec la vie, et avec les autres, et avec soi-même. Merci beaucoup, Funky. Ok, merci Julien. À bientôt. À bientôt.